Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. 9% des effectifs de la protection civile et 12% des policiers sont des femmes au Mali et au niveau des douanes, elles représentent 22% des effectifs. Ces chiffres ressortent dans un rapport de DECAF qui date de 2015. Alors pour parler de cette question, on a choisi comme thème de ce grand dialogue comment améliorer l'implication et la participation des femmes dans la gouvernance du secteur de la sécurité. Nos invités sont Ornella Modiran, directrice des programmes au niveau du Conseil danois pour les réfugiés. Elle est également responsable du programme de leadership féminin pour une gouvernance inclusive de la sécurité. Kumbaba est communicante sur les questions de genre et Massiré Diop, membre du réseau des journalistes pour la réforme du secteur de la sécurité. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, réforme du secteur de la sécurité, implication des femmes, participation des femmes. Quelle analyse faites-vous, Ornella, de la situation au Mali ? Bonjour et bonjour à l'ensemble de nos auditeurs. La question de la participation des femmes dans les questions de sécurité est un vaste débat. Les chiffres que vous avez mentionnés en introduction en font état. Cette participation est extrêmement limitée. Elle se bute à un certain nombre d'obstacles qui sont aussi bien des obstacles sociétaux. On aura à revenir un peu sur cela, je pense, durant le débat. Ce sont également des obstacles institutionnels, des obstacles légaux et de tout genre. Le point de départ essentiel, à mon sens, serait plutôt de se demander quelle est la nature de cette opportunité manquée. Le fait de ne pas avoir suffisamment de femmes qui participent aux questions de sécurité, aussi bien au sein des institutions de sécurité qu'au niveau de la société civile ou des différentes institutions qui sont gérées par des civils. Qu'est-ce que ça représente concrètement ? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'une contribution de plus de 50% de la population qui pourrait enrichir notre réflexion vers une sortie de crise et qui pourrait améliorer la qualité des services de sécurité qui sont rendus à la population ? Kumbaba, la situation vous inquiète-t-elle au Mali ? Bon, la situation m'inquiète certes, mais aussi je peux dire qu'il y a eu des améliorations depuis la constitution de nos forces armées de sécurité. Mais ce que je voulais dire, comme on est quand même à l'approche du 8 mars, c'est souhaiter d'abord une très bonne fête de l'humanité. Ce n'est pas que pour les femmes. La célébration du 8 mars, c'est pour les hommes et les femmes, parce qu'ensemble, nous faisons l'humanité. Donc, nous souhaitons une très belle fête et une belle commémoration de la Journée internationale des droits humains, Journée internationale des droits de la femme et Journée internationale des droits tout court. Donc, ceci étant dit, ce que je vais peut-être dire pour ajouter à ce qu'Ornella a dit, c'est aussi de ne peut-être pas se focaliser seulement sur les chiffres. S'il y a amélioration en termes de quantité, ça serait bien aussi de voir en termes de qualité. Parce que même si on augmente le nombre de femmes, la participation des femmes dans les forces armées de sécurité, les forces de défense et de sécurité, il faudrait aussi que les mesures accompagnatrices, pourquoi une femme ne choisirait pas de son propre gré, ou pourquoi un parent de jeune fille ne l'encouragerait pas à aller, et pourquoi la femme ne se sentirait pas à l'aise dans ses corps. Donc, parce que nous avions des besoins spécifiques qu'il faudrait aussi pallier et, par exemple, si une femme veut aller et qu'on lui dit « Ah, attention, quand tu intègres la police, il faudrait que tu retardes tes maternités de 5 ans, de 10 ans, et quand tu tombes enceinte, quel regard on a sur toi et quelles sont les mesures accompagnatrices ?» Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faudrait se pencher sur, ne pas seulement se figer sur le nombre, mais voir le tout en un ensemble. Parce que nous sommes différents, certes complémentaires, mais nous avons tous des besoins spécifiques et chacun et chacune a des droits et nous devons tous les avoir préservés dans les différents corps. Mais quand vous parlez de qualité, est-ce que vous parlez des femmes elles-mêmes ou est-ce que vous parlez des mesures qui devraient accompagner le processus ? Bon, les deux, parce que les mesures qui accompagnent le processus, ce n'est pas des mesures spontanées, ce n'est pas des mesures qui viennent juste au moment où on a besoin. Pour qu'il y ait une bonne représentativité des femmes dans les forces de défense et de sécurité, je pense que c'est sur le long terme que cela se prépare. Depuis, on peut même dire, depuis le jardin d'enfants, quel enseignement, quelle attractivité, quelle communication
faisons-nous, évidemment, ensuite dans le jardin, au niveau de la garderie déjà, tout ce qu'on montre à nos enfants, c'est que le port de la tenue, les armes sont du ressort de l'homme masculin. Donc, c'est les petits garçons peut-être qui vont vouloir intégrer les corps et les filles qui sont peut-être assez intéressées par ces métiers-là, mais elles vont devoir passer plusieurs défense ou plusieurs handicaps. Donc, c'est des mesures sur le long terme et c'est ensemble que nous devons revoir ces stratégies-là pour que les femmes ainsi que les hommes, chacun en fonction de ses intérêts, en fonction de ses besoins, en fonction de ses passions, décide d'intégrer le corps qu'il ou elle voudra. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on a décidé qu'en 2020, il faut qu'on booste le nombre de femmes de 20%, de 30%. S'il n'y a pas eu de mesures préparatoires en amont, c'est sûr que le résultat sera juste comme on le voit souvent quand il s'agit des femmes, où on met seulement le quota sans qu'il y ait les compétences, sans qu'il y ait le désir, sans qu'il y ait la responsabilité. Des fois, les femmes viennent seulement en figuratif, mais quand il s'agit de la prise de décision ou vraiment qu'elles soient au même niveau que les hommes, ça fait souvent défaut. D'accord, je donne la parole à Massiré avant de revenir parce que vous avez dit que ça concerne les deux, les femmes également qui manquent de capacité. Vous allez développer cet aspect. Massiré Diop, vous, quel est votre regard sur la situation aujourd'hui, l'implication et la participation des femmes dans la gouvernance du secteur de la sécurité au Mali? Bonjour d'abord, bonjour à mes chers collègues qui sont là et bonjour également aux téléspectateurs et aux auditeurs aussi de Studio Tamani. Bon, vous venez d'évoquer un point qui est extrêmement important. Je pense qu'il y a des efforts. Il y a des efforts quand même qu'il ne faut pas laisser de côté, qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Mais aujourd'hui, comme Kumba l'a dit et comme Ornella l'a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire il faut voir quelles femmes aussi on met devant cette situation-là. Il ne faudrait pas tout simplement faire la promotion du genre en se disant que c'est juste pour un peu embellir ou servir de décoration. Je pense que des efforts devraient être faits, surtout au niveau de la qualité de la participation des femmes. Moi, je pense qu'il y a des efforts quand même qui ont été faits pour que les femmes soient beaucoup plus représentées, mais il faut essayer aussi de faire en sorte que la qualité soit également requise pour cette participation des femmes. Sinon, ça sera toujours la même chose. On continuera à dire que les femmes ne sont pas assez représentées ou qu'elles sont sous-représentées. Et aussi, j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait que ces efforts, ça ne concerne pas tout simplement le fait de booster la femme, mais il y a aussi des mesures. Il y a aussi des mesures, des textes qui sont là. C'est vrai qu'entre l'application et souvent la théorie, il y a tout un fossé. Mais je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est que les femmes doivent se dire que rien ne leur sera donné sur un plateau doré. Il faut qu'elles aussi, qu'elles puissent réellement se mettre au devant de la scène et s'impliquer sur cette question qui est aujourd'hui cruciale, qui est la sécurité. Mais vous demandez l'application des textes, mais vous demandez également que ce ne soient pas des mesures des femmes qui sont recrutées juste pour combler un vide, pour atteindre un taux demandé. Donc comment atteindre le juste milieu entre ces deux? Puisque aujourd'hui vous estimez que les textes ne sont pas suffisamment appliqués, en même temps vous demandez qu'on ne recrute pas des femmes juste comme ça. Non, comme je l'ai dit tantôt, c'est aux femmes même de s'affirmer. C'est aux femmes même de saisir toutes ces opportunités qui sont en train d'être offertes. Aujourd'hui, il y a tellement de choses dont on est en train de parler pour que la femme soit réellement au devant de la scène. Donc, à elles aussi de montrer qu'elles sont vraiment capables de la confiance que nous leur accordons. D'accord. Ornella, quel est votre point de vue sur la qualité des mesures d'accompagnement aujourd'hui? Alors, la qualité des mesures d'accompagnement, bien sûr, on peut en parler. Diverses lois, diverses stratégies, divers plans nationaux sont en place, mais on constate malgré tout qu'il reste des défis pour avoir une participation active des femmes. Et je rejoins tout à fait Kumba et Massiré sur leur analyse par rapport à la qualité de ces mesures d'accompagnement, c'est-à-dire est-ce qu'elles prennent réellement en compte les obstacles sociaux qui empêchent les femmes de s'investir et de s'engager plus, ou est-ce qu'on demande aux femmes, au final, pour rentrer dans les
les forces ou pour entrer dans les discussions de sécurité, de devenir des hommes comme les autres, de ne plus avoir des contraintes spécifiques à leur genre. Ça, c'est d'une part. L'autre aspect, c'est par rapport à ce qu'on entend par participation. Il y a différents niveaux de participation. Koumba en parlait un peu tout à l'heure. Est-ce qu'on se satisfait d'une participation qui est figurative, qui est juste au niveau de mettons quelques femmes par-ci par-là, histoire de dire qu'on est inclusif? Est-ce qu'on va vers une participation qui est plus consultative? On écoute quand même un peu les femmes, mais au final, la décision reste prise par des hommes. Ou est-ce qu'on va véritablement vers une participation de fond qui est dans une logique de leadership? Massiré indiquait tout à l'heure que certaines initiatives sont en cours. Il y en a énormément, aussi bien menées par les autorités nationales ici au Mali que par différents acteurs, différents partenaires, différentes institutions de bonne volonté dans ce sens. Pour ma part, je suis notamment responsable du programme de leadership féminin pour une gouvernance inclusive de la sécurité, dont l'objet est précisément ça, de travailler avec un groupe de femmes du Mali, également de 2 autres pays, le Niger et le Burkina, mais en particulier, on va se concentrer sur le cas du Mali, de travailler avec ce groupe de femmes, non pas sur la base de compétences qu'elles ont nécessairement déjà, mais sur la base d'un potentiel. Il est important de se rendre compte que l'éducation à travers laquelle on grandit, l'éducation qu'on reçoit, que ce soit à la maison ou à l'école, nous prédispose quand même à être plutôt attirés par certains secteurs ou par certains domaines que d'autres, et que on peut difficilement s'étonner qu'arrivé à l'âge adulte, des filles à qui on a dit que les métiers des armes c'était pour les garçons, qu'il ne fallait pas être dans une position de commandement parce que c'est quelque chose qui est réservé à l'homme, qu'il ne fallait pas non plus être trop vocal parce que c'est aussi quelque chose qui est anti-féminin. Il ne faut pas trop s'étonner qu'arrivée à l'âge adulte, elle sera peut-être dans une position de retrait. Donc l'approche qui est proposée par ce programme de leadership féminin, c'est justement de développer le leadership d'un groupe de femmes qui sont identifiées sur la base du fait qu'elles s'intéressent à ces questions. La sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est ma sécurité, c'est la vôtre, c'est celle de Koumba, celle de Massiré, c'est celle de tout le monde. Et donc, il n'y a pas de raison que certaines personnes soient plus intéressées à participer ou que leur contribution ait plus de valeur sur la base du fait qu'ils sont hommes ou qu'ils sont femmes. En revanche, on est tout à fait d'accord sur le fait que on a un grand passif à rattraper et qu'il est important donc d'accompagner les femmes qui souhaitent monter en leadership dans cette démarche-là. Vous avez parlé d'obstacles sociaux. Certains estiment que ces choses qui sont souvent considérées comme des obstacles sociaux sont une façon de demander à la population malienne d'abandonner ses traditions. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question ? Honnêtement, je pense qu'il n'en est rien. Tout dépend de la nature des obstacles dont on parle et de quelles mesures on souhaite mettre en place. Il y a souvent une grande confusion qui est faite entre toutes les approches qui consistent à promouvoir la voix des femmes et, on va dire, une espèce de théorie de la guerre des sexes, etc., etc. On n'est vraiment pas dans une logique de confrontation, on est dans une logique de partenariat, de se dire que la citoyenneté n'est pas masculine ou n'est pas féminine. La citoyenneté appartient à tous et que la participation, question d'intérêt commun, il est de l'intérêt de tout le monde que chacun puisse se prononcer. Peut-être que certaines idées brillantes par rapport à la résolution d'un problème de sécurité en particulier, par rapport à comment avancer même dans le contexte de crise, pourraient venir de certaines femmes qui juste ne sont pas entendues, qui juste ne sont pas encouragées à parler, tout comme elles pourraient venir de certains jeunes qui sont confrontés à des obstacles similaires. Donc je pense qu'il est important de clarifier qu'on n'est vraiment pas dans une logique de contestation culturelle. Par ailleurs, il serait faux, je pense, de dire que le fonds culturel ouest-africain et même malien ne confirme pas tout simplement la valeur qui est attribuée à la femme. Donc, pour moi, cet argument est un peu facile et un peu rapide. D'accord. Vous avez parlé de qualité de la femme. Est-ce que vous voulez parler des compétences, d'un manque de compétences de certaines des femmes ? Oui, bon, je pourrais parler de ça, mais je voulais quand même rebondir sur certaines des affirmations qui ont été faites par Massiré, en l'occurrence où les femmes... nous devons beaucoup plus être proactives et sur la défensive et aller de l'avant. Je dis que oui, certes, c'est facile cela, mais tout ça aussi, c'est comme une conséquence de quelque chose. Je m'explique. On peut prendre, par exemple, les derniers recrutements qu'on a vus avec les forces de défense et de sécurité, en l'occurrence ceux de la police. Les recrutements de la police, on a vu que les gens devaient faire la queue pendant des semaines. Et depuis 5 heures du matin,
les gens restaient là-bas et à minuit, 23 heures, on les voyait encore faire la ligne. Aujourd'hui, au Mali, quel chef de famille, quel père, quel mari, quel grand frère va accepter laisser sa sœur, sa fille, sa femme sortir pour aller faire la queue à 5 heures du matin sans que son petit déjeuner soit prêt, sans que les enfants ne soient lavés, qu'ils aient mangé, qu'ils ont été déposés à l'école. Et le soir, s'il revient et que le dîner n'est pas prêt ou le déjeuner n'est pas prêt, qui va excuser, dire que la femme, comme Ornella l'a dit, est en train de travailler sur un intérêt commun. Elle veut intégrer les forces de défense pour sauver sa patrie, pour jouer sa partition dans la défense de la patrie. C'est pas comme ça qu'on le voit. On dit avant certains estiment que cette situation concerne beaucoup plus les femmes qui Donc, sont au niveau rural que les femmes qui sont dans les centres urbains, parce que pour certes, la plupart de ces femmes, elles ont des aides ménagères qui s'occupent de ces travaux. Non, du tout, je suis désolée. Certaines n'ont pas d'aide ménagère. Et quand l'aide ménagère, en général, est sous la tutelle de la maman, qui a déjà un certain âge et qui a peut-être dépassé l'âge de recrutement de la police. Mais c'est les jeunes filles âgées de moins de 25 ans en général qui veulent intégrer à cet âge. Et elles n'ont pas d'aide ménagère sous leurs ordres. Mais elles ont des autorités auxquelles elles doivent se soumettre. Est-ce qu'on peut dire à cette fille-là qui doit choisir entre faire la queue et revenir pour se faire bastonner, entre faire la queue et revenir pour être repudiée, chassée de la famille, il n'y a pas match. Elle va sûrement accepter d'être domptée et de laisser son rêve, de laisser sa passion. Donc là, est-ce qu'on peut dire que la fille n'a pas eu suffisamment de cran pour suivre son choix? Nous avons la responsabilité partagée, à mon avis. Donc c'est pour cela que ce n'est pas que du ressort de la femme que d'aller de l'avant. Hommes et femmes, nous devons surtout dans le cas du Mali, où c'est une société patriarcale, où tout le long de sa vie, dès la naissance jusqu'à la tombe, la femme est soumise à l'autorité d'un homme. Quand elle est petite, jeune fille, c'est le papa. Quand le papa n'est pas là, c'est l'aîné masculin. Après, quand elle est mariée, c'est son mari. Et quand le mari décède, pour une raison qu'elle se retrouve veuve, c'est son premier fils. Donc c'est difficile que nous puissions jouer notre partition, que le Mali puisse avancer avec ses 2 pieds, si l'homme malien masculin ne nous aide pas là-dessus. Donc nous pouvons prendre une partie du blâme, mais vraiment, nous ne pouvons pas prendre la totalité. Parce que justement, vous parlez tout de suite de la responsabilité des hommes et la responsabilité de la société de façon globale. Elle est partagée. Mais quelle est la responsabilité des femmes? Oui, nous avons des responsabilités, certes. Mais cette responsabilité, c'est encore, pour moi, la plupart de la responsabilité, c'est le résultat d'une cause. Parce que moi, je n'aime pas seulement qu'on voit la cause superficielle. Voyons la cause profonde. Aujourd'hui, combien de jeunes filles, quand elles vont même au gym, pour se muscler un peu, parce que c'est vérifié maintenant scientifiquement qu'il faut faire du sport. Combien d'entre nous-mêmes sont à l'aise et sont libres d'exercer ce sport-là? Tu développes un tout petit peu de muscle, on te dit qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de perdre ta féminité. Ça, c'est un problème. Et quand tu veux aussi aller à l'école, à partir d'un certain âge, on commence à te dire quelles sont tes priorités. Une jeune fille de 25 ans, elle n'a plus de charme. Elle devait être ailleurs. D'accord, on va développer beaucoup plus le regard de la société là-dessus, mais la responsabilité de la femme. C'est certes peut-être celle comme nous et Ornella qui avons eu de la chance d'aller loin. Nous devons tout faire pour partager nos connaissances, pour appuyer ces jeunes femmes à tous les niveaux, pas qu'urbains, mais aussi rural, pour qu'ensemble, nous soyons beaucoup plus solidaires et servir de modèle. Mais nous, en tout cas, je n'ai pas demandé à Ornella, mais je suis presque sûre que nous sommes aussi à un certain niveau, pas les hommes africains, mais les femmes africaines en général, qui arrivent à s'affirmer, à vivre leur passion, le font vraiment avec l'appui de leur père ou d'un grand frère. Donc les hommes ne sont pas totalement contre? Non, certains hommes, Dieu merci. Heureusement d'ailleurs. Mais nous avons aussi certaines femmes qui ne sont pas féministes. Nous avons certaines femmes... Expliquez justement, être féministe, il s'agit de quoi? Être féministe, c'est seulement défendre les droits humains appliqués à la femme. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tu le prends seulement, tu l'appliques à la femme. Et maintenant, un peu plus que de droits, parce qu'il y a certains droits qui ne sont innés et propres qu'à la femme. Par exemple, le droit à la maternité, le droit à l'allaitement, le droit, par exemple, quand on a ses menstrues,
tout ça. L'homme n'a pas ça. Mais nous, on a besoin d'une certaine dignité, d'une certaine protection, de certains droits, de certaines libertés et d'avoir accès à certaines ressources pendant ces moments-là et que vous n'avez pas besoin de ça. Donc, nous sommes égaux quelque part, mais nous avons encore plus de droits que vous. D'accord. Pour équilibrer le temps de parole, vous n'avez pas encore répondu à la question, mais je la reposerai tout à l'heure. Massiré Diop, êtes-vous d'accord avec ce point de vue de Koumbaba sur la question de responsabilité? En partie. En partie, parce que vraiment, je soutiens pleinement, en tout cas, le fait que les regards doivent changer, que les mentalités doivent changer. Mais aussi, il faut se dire, à un moment donné, qui doit changer ces mentalités? C'est vrai que on ne peut pas dire que les hommes ne sont pas totalement d'accord avec tout ce que les femmes font. Mais je pense que d'une certaine manière, il faudrait que les femmes aussi puissent convaincre les hommes que ce qu'elles sont en train de réclamer, que c'est pour le bien de tout le monde. Et ça, c'est vrai que les hommes doivent les soutenir dans ce projet-là, mais aussi c'est elles qui sont au devant de la scène. Donc, il faut comprendre aussi que, à un certain moment donné, la sécurité, c'est pas une affaire d'hommes ou de femmes. Nous avons déjà vu des femmes qui ont été sur le terrain et qui savent vraiment qui montrent vraiment qu'elles sont là pas pour plaire à quelqu'un, mais pour faire le travail. Et généralement, elles le font très bien. Mais aussi, on a été habitué à un moment donné à une vision un peu je veux dire une vision qui réduit un peu la tâche de la femme. Et ça, c'est elle-même. Vous avez tantôt parlé du 8 mars. Mais les choses que les gens retiendront le plus de ce 8 mars, c'est quoi? Au-delà des défilés, des tenues qu'on est en train de confectionner, qu'est-ce qu'on retiendra le plus? Mais vous avez parlé de quelque chose qui est la question de sécurité. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Mais au Mali, est-ce que ce n'est pas réellement une question d'homme? Parce que rarement, selon certains, on verra un homme qui est membre d'une force de sécurité qui va étonner les gens. Mais voir une femme qui est policier, militaire, gendarme, le regard n'est pas toujours le même. Non, on est parfaitement... Le regard ne peut pas être toujours le même. Parce qu'il faut qu'on se dise que si elles sont là, c'est parce qu'elles méritent d'être là. Ça aussi, c'est très important. Je disais que, comme vous l'avez dit, c'est une affaire de tous. Mais les femmes, elles ont beaucoup plus de responsabilités par rapport à cela que les hommes même. C'est-à-dire que quand elles sont sur une place, il faut qu'on sache réellement qu'elles sont là parce qu'elles méritent. Et pas parce qu'on a fait des lois ou parce qu'on a fait parce qu'on a pris des initiatives, excusez-moi, pour les booster. Mais tout simplement qu'elles méritent d'être là et que c'est pour le bien de tous. Voilà un peu ce qu'elles sont. Faut-il aussi le rappeler, la majorité de la population. Donc on ne peut pas les laisser de côté, on ne peut pas les laisser en marche, c'est impossible. Mais c'est à elles aussi de savoir qu'elles ont ce devoir d'occuper beaucoup plus le devant de la scène. Devoir, mais majorité ou pas, n'est-ce pas leur droit également? Oui, on peut parler c'est leur droit. Comme je vous ai dit dès l'introduction, il y a un arsenal de textes aujourd'hui qui existent en faveur de la promotion de la femme, surtout au niveau des sphères de décision. Ça existe. Ça, c'est pas de la chimère, c'est pas de l'imagination. Ça existe. Mais aujourd'hui, elles sont où pour les occuper? Elles sont où pour les occuper? Je vous adresse la question, Ornella. Elles sont là. Elles sont ici même. Je voudrais vraiment réagir à certains des points qui ont été soulevés par Massiré à l'instant. La question du mérite, par exemple. La question du mérite, la question des lois, le fait de prouver c'est quoi le 8 mars, etc. Une chose qu'il est important de comprendre et sur laquelle on devrait se mettre d'accord, je pense, c'est que tout l'arsenal juridique dont vous parlez, et qui existe, qui est réel, pour promouvoir la participation des femmes dans des postes de responsabilité au niveau politique, au sein du secteur de la sécurité, etc., existe. Mais, comme vous l'avez vous-même mentionné en introduction, c'est l'application qui fait défaut. Donc, il est difficile de dire d'un côté, il n'y a pas de problème parce qu'on a des textes, et en même temps d'avouer que ces textes ne sont pas mis en œuvre. Pour moi, ça, c'est une première contradiction de fond. Le deuxième élément, c'est que
la lutte, même pour faire passer ces textes, fait partie de la lutte. On ne peut pas considérer qu'avoir, par exemple, un texte tel que la loi 052, avec donc cet équilibrage à 70-30, signifie qu'on donne tout aux femmes gratuitement, parce que même pour avoir déjà ce premier niveau, il a fallu batailler. Ça, c'est de 1. D'autre part, même en bataillant pour arriver là-bas, il faut encore batailler pour se retrouver parmi les 30%. Donc rien n'est donné sur un plateau d'argent et je trouve qu'il est un peu facile et même dévalorisant à moindre frais de dire que mettre en place des mesures accompagnatrices ou des mesures correctrices d'inégalité, parce que c'est de ça qu'on parle au final, ça revient à faciliter tout le travail pour les femmes. En revanche, le point de départ sur lequel on peut se mettre d'accord, je pense, c'est que la ligne de départ n'est pas équitable, n'est pas égale. On ne part pas tous du même niveau parce qu'on ne part pas d'une éducation qui est la même, on ne part pas d'une ligne de chance qui est la même, et donc il est normal à un moment d'essayer d'équilibrer les chances, quitte à ce qu'ensuite chacun fasse ses preuves, homme ou femme. Ça m'amène aussi sur la question du mérite. Les chiffres que vous citiez en introduction tout à l'heure proviennent, vous l'avez dit vous-même, Monsieur Touré, d'un rapport de DICAF qui a été publié en 2015, qui a été rédigé par 2 femmes, Lorraine Serrano et Verlée Triquet, 2 anciennes collègues à moi. Donc chacun des chapitres ont été rédigés par des femmes au sein des forces de défense et de sécurité ainsi que des institutions nationales du Mali. Et ces chiffres sont, à ma connaissance, la base de données publique la plus complète qu'il existe à ce jour sur les questions de genre et de sécurité au Mali. Alors, le Mali connaît une insécurité qui devient de plus en plus inquiétante. Un processus de paix est en cours. On demande aujourd'hui une meilleure implication et participation des femmes dans la gouvernance du secteur de la sécurité. Qu'est-ce que cette implication et cette participation des femmes pourrait apporter de plus, pourrait changer dans la situation selon vous? Alors, qu'est-ce que le fait d'avoir 2 personnes qui donnent un avis apporte de plus que d'avoir une seule personne? La diversité, la variété des points de vue, des opinions, des contributions ne peut être qu'une richesse. Au bout du compte, il faut bien trancher, ça on est d'accord. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de leadership, et pas juste de participation, mais de participation aussi dans des postes de décision. Mais globalement, on disait tout à l'heure que les femmes sont la majorité de la population et qu'on ne peut pas les mettre de côté. De fait, c'est ce qu'on est en train de faire. On les a déjà mises de côté. Est-ce qu'en faisant ça, on n'est pas en train de se condamner à un peu essayer de batailler avec un bras dans le dos parce qu'on s'empêche d'accéder à la moitié de la matière grise qui est présente dans ce pays? Vous avez parlé de qualité, de compétences. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer, s'il y a problème de compétences, sur la formation des femmes d'abord, avant de procéder à leur implication afin qu'elles puissent mieux participer à ces processus? Bien sûr que la formation est primordiale et indispensable, mais par rapport à la problématique du Mali que vous venez par exemple de prendre comme exemple, où nous sommes butés à une guerre asymétrique, à une guerre multidimensionnelle, et qui peut être mieux indiqué dans nos communautés africaines, spécifiquement nos communautés maliennes, pour pouvoir aider à cette intelligence, à ce renseignement dont les forces de défense et de sécurité, tout le monde est indispensable, est unanime là-dessus, qu'il faudrait une meilleure collaboration des populations par rapport aux renseignements dont nos forces de défense et de sécurité ont besoin. Aujourd'hui, dans nos communautés africaines et typiquement maliennes, à qui l'enfant a le plus confiance? À qui un homme ou une femme a le plus confiance? Avoir une femme devant soi où le commun pense qu'elle est vulnérable, elle est maternelle, elle n'est pas armée, elle est compréhensible. Donc même par rapport à ça, c'est un manque à gagner que de ne pas impliquer l'intelligence. Vous pensez que les enfants ont plus confiance à leur maman? Mais bien sûr, certains les enfants estiment africains. que c'est relatif puisque les garçons ont plus confiance à leur maman africains, et les filles à leur papa. Non. Les enfants africains, et plus précisément les enfants africains du 21e siècle. Touré, il ne faut pas trop me titiller. Je vous titille parce que pas, nous je vous pose des questions pour nous mieux connaissons comprendre. nos réalités urbaines et nous connaissons nos réalités rurales. Et aujourd'hui, il est déplorable à tous les niveaux de dire que mes jeunes frères, en tout cas, et mes pères, peut-être pas nos papas, je m'excuse pour cela, mais mes jeunes frères et mes pères ont démissionné.
le papa est absent. Et jusqu'à 7 ans, on sait que dans nos familles, l'enfant est plus proche de nous, de la maman. C'est au-delà de 7 ans où maintenant l'enfant est un peu clean, on n'a pas besoin de couche, il est plus ou moins avec les bonnes manières, que le papa s'approche. Donc de ce fait-là... Est-ce qu'il est absent pour mieux prendre en compte les dépenses de la famille ou est-ce qu'il est absent juste par volonté? La famille a toujours eu des dépenses. Et merci d'être allé sur ce chemin. La famille a toujours eu des dépenses et dans nos sociétés africaines, je ne parle pas maintenant de sociétés européennes ni arabes. Ornella l'a dit quand tu as voulu faire allusion à la tradition. Moi, je me dis, OK, on va mettre quel repère à la tradition? Est-ce qu'on prend la tradition post-coloniale ou la tradition pré-coloniale ou la tradition même pré-traite négrière? Parce que nous, on est des Africains et on a beaucoup de théories qui sont vérifiées qui nous montre que la femme africaine n'a jamais été mise à l'écart. Elle a toujours participé. Donc, si aujourd'hui, on pense que c'est le papa qui doit aller chercher et économiquement subvenir aux besoins de la famille, ça, c'est vraiment quelque chose aussi de déplorable. Le papa s'est mis dans cette situation lui-même. Parce que les femmes ont toujours été capables, surtout dans la zone sahélienne, où nous avons le trade, le commerce et le travail dans notre sang. Vous prenez la culture Bamana, vous prenez la culture Mandeng, vous prenez la culture Soninké, vous prenez même la culture Touareg et Songhai. La femme a toujours participé. Donc, si aujourd'hui nous voulons prendre un mix de soi-disant religion mélangée avec une certaine tradition... La femme a toujours participé, même aujourd'hui. La femme a toujours participé, mais aujourd'hui, on veut donner un autre rôle à la femme et la léguer à l'intérieur de la maison et mettre les 100% de responsabilité de l'éducation de l'enfant sur la femme. Et ça, c'est vraiment injuste. Parce que la femme n'a pas fait l'enfant seule et la femme ne devrait pas éduquer l'enfant seule. Et on gagne toujours, comme on l'a dit, en faisant les choses conjointement. On dit l'union fait la force. Alors, ce qu'on peut réussir conjointement, en synergie d'action, avoir un résultat beaucoup plus probant, plus réel, plus durable, pourquoi on veut toujours le faire seul. Ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, nos pays africains, particulièrement le Mali qui traverse tout type de crise sécuritaire, éducation. Donc on ne peut qu'avancer qu'en donnant beaucoup plus de responsabilités à la femme. L'homme et la femme, nous devons travailler en synergie. Parce que ne pas impliquer la femme, c'est-à-dire refuser cette contribution qu'elle peut apporter, on le dit en Bamananka, une personne, un esprit, une vision, une pensée. D'accord. Alors, tous les trois, vous êtes d'accord sur une chose qui est la nécessité aujourd'hui de mieux impliquer les femmes afin qu'elles puissent mieux participer également dans la gouvernance du secteur de la sécurité. Massiré Diop, vous êtes membre du réseau des journalistes pour la réforme du secteur de la sécurité. Quelle est la responsabilité, le rôle des médias dans ce domaine, puisque vous avez soulevé le problème de communication? Oui, bon, dans ce domaine, vraiment, le rôle des médias est crucial. Le rôle des médias est même central. Parce que c'est aux médias qui revient de sensibiliser plus par rapport à cette question pour changer de regard, changer de mentalité, pour un peu changer de vision, pour un peu ne pas toujours dire que les femmes, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des tâches bien définies auxquelles elles doivent être confinées et pas ailleurs. Mais, comme je l'ai dit, il faut que les règles soient vraiment transparentes pour tout le monde. C'est vrai qu'elles ont des spécificités. Ça aussi, il ne faudrait pas les négliger et qui sont d'ailleurs souvent très importantes et qui peuvent aussi constituer des freins à ce qu'elles puissent atteindre certaines. Mais le travail, de toutes les façons, le travail des médias pour rendre la femme beaucoup plus... c'est-à-dire un peu redorer le blason de la femme. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie de là où nous venons. Nous avons eu des femmes par le passé qui ont eu à occuper beaucoup de responsabilités et qui ont eu à jouer des rôles extrêmement importants. Donc c'est sur ça qu'on doit aujourd'hui mettre l'accent pour que la société puisse comprendre que la femme ne doit pas être laissée de côté et qu'elle a pleinement le droit de participer à tout ce qui est gestion de la cité, notamment sur les questions de la gouvernance de la sécurité. Parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on l'oublie. Depuis tout ce temps, les hommes ont toujours pris les devants, ont toujours occupé les devants par rapport à tout ce qui est sécurité.
dans les différentes rédactions. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de place qui est accordée aux femmes dans le traitement des informations, notamment sur la sécurité? Oui, mais c'est à elles, comme je vous l'ai dit, de prendre leurs responsabilités. Nous avons eu des femmes souvent que nous avons voulu envoyer sur le terrain. Mais parfois, on se bute à des obstacles. Je dois aller préparer, je dois aller faire le linge. Il y a toujours des excuses. J'ai le mariage, j'ai le baptême, j'ai la tontine, j'ai ceci, cela. Il y a toujours des excuses qui font qu'il nous est difficile de leur confier certaines tâches. Mais de plus en plus, nous essayons de leur dire que c'est l'occasion d'aller sur le terrain, de montrer, parce que jusqu'à présent, le regard qu'on a sur les problèmes que nous connaissons, c'est le regard des hommes. C'est le regard des hommes. Et c'est comme l'histoire du chasseur et du gibier. Maintenant, comment il faudrait faire pour que les rôles soient inversés? On ne réinvente pas la roue. Ça, c'est sûr. On ne réinvente pas la roue. Mais il faut aussi que les occasions, que les opportunités que nous leur offrons, qu'elles puissent être en mesure de les saisir. Et ce grand dialogue diffusé sur 75 radios et 3 télévisions à travers le pays est une des contributions de Studio Tamani pour le respect des droits humains. Ornella, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les médias doivent s'engager davantage pour que cette question d'implication et de participation des femmes puisse mieux être une réalité? Bon. Pour moi, la réponse est évidente, c'est oui. Premièrement, parce que s'il y a un problème qui n'est pas mis en lumière, si on n'en parle pas, c'est un problème qui n'existe pas. Il passe complètement inaperçu. Donc tant qu'on n'en parle pas et tant qu'on n'informe pas sur le manque à gagner, sur l'opportunité manquée que constitue la faible implication des femmes dans les questions de sécurité, le problème ne sera pas résolu. Au-delà de ça, le rôle des médias se situe aussi à plusieurs niveaux. Il s'agit de montrer des exemples. On disait tout à l'heure que c'est compliqué de trouver des femmes qui s'investissent dans les questions de sécurité, etc., etc. Il y en a au sein des forces de sécurité, à tous les niveaux, y compris aux niveaux les plus élevés, jusqu'au grade de général. Il y en a également au sein de la société civile qui s'implique activement dans ces questions, qui demandent des comptes aux institutions de sécurité, qui formulent des propositions, etc. Il faut mettre un coup de projecteur sur ces femmes-là parce que la représentation compte. On ne peut pas vouloir devenir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc, si on ne donne pas à voir ces femmes qui s'investissent, on ne peut pas s'attendre à ce que la génération suivante monte à son tour. Et Massiré voulait parler non seulement des femmes que les médias devraient interviewer mais également des femmes journalistes. Mais des femmes journalistes également. Des femmes journalistes. Et ça me renvoie un peu à la question que vous posiez tout à l'heure concernant la formation. Vous demandiez est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer un peu sur la formation des femmes pour traiter ce problème de compétences qui est relevé chez certaines. Clairement, oui. Je parlais tout à l'heure du programme de leadership féminin pour une gouvernance inclusive de la sécurité qui est mis en œuvre par donc, le ONEP ainsi que DDG avec un financement de l'Union européenne. L'approche, c'est exactement ça. L'approche, c'est d'investir dans l'humain, d'investir dans la formation pour se donner les moyens d'avoir les compétences au féminin dont on a besoin pour avoir une discussion inclusive. Mais cette approche, elle peut tout à fait être élargie. Moi, si on me donne plus de financement demain, j'élargis cette approche aux femmes journalistes sans aucune difficulté. On a ce besoin d'avoir un regard qui soit un regard mixte, qui soit un regard masculin et féminin, et qui parfois soit un regard neutre en termes de genre, qui soit juste un regard collectif sur certains problèmes qui touchent tout le monde. Sinon, on passe à côté d'une partie des problématiques et tout le monde perd. Est-ce que le problème de temps ne se pose pas à ce niveau également ? Pour pouvoir participer à ces formations? Est-ce que les femmes ont suffisamment de temps souvent? Parce que vous avez parlé des problèmes des activités ménagères notamment. Alors, sinon, on a pu mettre en place un vivier d'expertes femmes qui s'engagent sur une période de 3 ans à suivre des formations toutes les 6 semaines et ensuite à mettre en œuvre ce qu'elles ont appris sur les questions de sécurité, c'est que c'est possible. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que les femmes qu'on a pu identifier dans ce cadre sont des femmes qui bénéficient d'un environnement familial et d'un environnement professionnel bienveillant. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc on donnait tout à l'heure l'exemple de certaines femmes journalistes qui peut-être, lorsqu'on veut les envoyer sur un théâtre de conflit, etc., mettent en avant leurs obligations familiales. C'est cette même société qui
contraint ces femmes à mettre en premier ses obligations familiales. Donc on ne peut pas demander à la femme « occupe-toi d'abord de ta famille » et en même temps lui demander « mais pourquoi est-ce que ta carrière n'avance pas ?» Donc il est important, je pense, que ce soit aussi une discussion au sein des familles, au sein des couples, pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut réellement et se donner les moyens d'aller dans ce sens. On a plein d'exemples qui nous montrent qu'avec un environnement social qui est supportif, qui accompagne, c'est tout à fait possible. Massira veut réagir? Pas exactement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'est venu en esprit tout à l'heure, et ça, c'est un fait que j'ai vécu. Parce que moi, le métier de journalisme, je l'ai embrassé depuis 2005. Et je ne voyais pas assez de femmes dans les rédactions, surtout sur le terrain. Un terrain, en tout cas, les terrains jugés souvent hostiles. Et ma première fois d'avoir vu ça, mais j'étais là, je n'ai pas pu faire mon travail. Et ça, je tenais à faire cette précision. C'était en 2008. C'était dans une localité du Sahara occidental. Il y a un syndicat sahraoui qui m'a invité pour assister à leur congrès, mais j'étais là, je ne savais plus quoi dire. Je voyais tout ce qui faisait le travail de GRI en ce temps, avant même qu'on en parle récemment. Ça, c'était en 2008. Journaliste, reporter d'image. Ce sont les femmes, surtout les femmes sahraouies. Elles avaient là leur voile, et tu les voyais avec les caméras et tout, mais elles étaient habillées sous... Elles avaient leurs bottes, leurs pantalons et tout, mais tu les voyais, mais c'était exceptionnel. Nous, on n'avait pas... À l'époque, au Mali, une femme avec des bottes et des pantalons... Ça, c'était quand même difficile de voir ça. Mais il m'a fallu aller sur ce théâtre-là. Mais quand j'ai vu ce phénomène, j'ai dit, mais attention, les femmes, donc, elles peuvent vraiment aller beaucoup plus loin qu'on le pense. D'accord. Et comment les médias peuvent mieux jouer le rôle d'information et de sensibilisation sur cette question? Bon, comme ça a été déjà dit, les médias ont un rôle crucial et peuvent aider à informer, peuvent aider surtout à changer la narrative et changer les stéréotypes et aider à vraiment aller à la source par rapport à certains préjugés. Je pense que ça serait aussi bien que nous qui sommes dans les médias, que nous travaillons un peu plus avec les sociologues, que nous travaillons un peu plus avec les anthropologues, parce que certaines vérités qu'on dit que ce soit également des sociologues femmes, des anthropologues femmes. Parce que c'est important. C'est important de démontrer que la femme malienne, la femme africaine n'a pas été toujours dans ce carcan qu'on nous laisse croire. Donc quand on creuse et qu'on voit qu'en Afrique, la femme a toujours été là depuis. Et quand on regarde nos sociétés initiatiques, quand il a toujours été question de préserver le territoire, d'être sur les rangs de défense, la femme a toujours été là. Donc on a besoin de changer la narrative. Et comme Massira l'a dit aussi, les femmes dans les médias ont aussi un rôle à jouer à cet égard. Donc, il nous reste 3 minutes. Parlons de responsabilité de l'État. Il y a des textes qui existent. Est-ce que vous pensez que la non-application de certains de ces textes relève d'une mauvaise volonté de l'État? Bon, je ne dirais pas que ça relève d'une mauvaise volonté, mais ça relève quand même d'une certaine non-adaptation de la réalité. Et toujours, je m'excuse, mais ce qui m'embête vraiment, c'est qu'on ne change pas quelque chose qui n'est pas en train de marcher. Et nous voulons coûte que coûte continuer à travailler avec les mêmes méthodes. Et ça m'embête. Tous ces textes-là sont par exemple écrits. Et quand on sait qu'on est dans un pays où le taux d'alphabétisation ne dépasse pas 38%, pourquoi nous voulons toujours mettre par écrit et le mettre en français et ne faire aucun effort pour vulgariser, pour aller vers les populations, les expliquer combien de ruraux veulent intégrer les forces armées, femmes et garçons, mais n'ont aucune connaissance par rapport au premier pas même à faire. Donc, vraiment, moi, j'aimerais bien que nous utilisions notre intelligence pour adapter à notre moyen d'administration et toutes nos politiques à nos réalités. Nous sommes un peuple différent, nous sommes un peuple issu d'une colonisation, nous sommes un peuple métis avec des religions, des cultures différentes de nos traditions. On essaie de juguler entre tout ça. Donc, ça ne sert à rien de prendre un copier-coller, un mode de transmission d'éducation européen, vouloir calquer coûte que coûte à nos sociétés. Ce n'est pas en train de marcher. Est-ce que le système éducatif malien devrait encore mieux prendre en compte cette question de genre aussi? Bon,
Il me semble que oui, tout renvoie à l'éducation et tout renvoie à ce qu'on enseigne aux enfants comme étant possible pour l'un et pour l'autre. Tant qu'on continuera à enfermer chacun dans un rôle prédéterminé, on trace un peu le destin d'avance et il est compliqué de revenir sur ça. Moi, je voudrais juste profiter des dernières secondes pour revenir un peu sur la question du 8 mars qui a été soulevée. Et c'est l'occasion, puisqu'on célèbre ce 8 mars. Il est important, à mon avis, de s'éloigner un peu de la vision folklorique du 8 mars comme étant une journée des femmes qui est l'occasion de faire toutes sortes de blagues, toutes sortes de jolis vêtements. C'est plus qu'un amusement. C'est une occasion, une fois par an, de se poser les bonnes questions sur le chemin qui a été parcouru par rapport à l'égalité dans la société. Et, parler des perspectives. Faire le bilan et avancer. Est-ce que vous avez espoir que les choses évoluent positivement? Moi, j'ai espoir que les choses vont évoluer. Mais il faut aussi qu'on sache une chose. Être femme, ce n'est pas un privilège. Être femme, c'est une responsabilité. Et ça, une fois qu'elles l'apprendront, qu'elles saisiront vraiment le rôle qu'elles ont à jouer. Heureusement que c'est un homme qui nous explique ce qu'est être femme. Alors, merci beaucoup. Et je rappelle également que les élections législatives se préparent. Le premier tour devrait se tenir le 29 mars prochain et le deuxième tour le 19 avril 2020. Et les femmes participent à ce processus électoral. Merci à nos invités. Ornella Modéran, directrice des programmes au Conseil danois pour les réfugiés. Elle est également responsable du programme de leadership féminin pour une gouvernance inclusive de la sécurité. Kumbaba, communicante sur les questions de genre. Et Massiré Diop, membre du réseau des journalistes pour la réforme du secteur de la sécurité. À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Seydou Ndaw. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.